La Chine est au bord de l'effondrement économique, et il n'y a qu'un seul homme à blâmer, le président Xi Jinping. En janvier 2024, les statistiques officielles de Pékin ont indiqué une croissance économique chinoise de 5,2% en 2020, 3 surpassant l'objectif de 5% fixé par Xi en début d'année. Cela peut ne pas sembler évident en première analyse. C'est près du double de la croissance des États-Unis, estimée par Bloomberg à environ 2,7%. Donc, tout va bien en Chine, non? Pas si vite. Sous la surface brillante de la pomme économique de la Chine se cache un noyau qui pourrit lentement. Et se frayant un chemin à travers ce noyau, il y a un ver dévastateur, Xi lui-même, qui menace de laisser l'économie de la Chine en tumulte dans les années à venir. La question est simple. Pourquoi? Pourquoi Xi est-il la raison des problèmes économiques de la Chine? Après tout, n'est-il pas le grand sauveur du pays? L'homme qui a poussé la modernisation rapide de l'armée chinoise au point où elle est maintenant l'une des nations les plus fortes du monde? Comment pourrait-il tuer l'économie du pays? Cela commence par quelques mots. Contrôle global. Débutons par l'annonce d'une croissance de 5,2% pour 2023. Les sources officielles à Pékin présenteront cela comme un grand succès pour le pays, surtout après un 2022 assez terne. Xi Jinping pourrait se vanter du fait que la croissance chinoise a dépassé celle de l'Amérique, se donnant peut-être un petit coup de pouce à l'ego au passage. Mais ce qu'il pourrait ne pas vous dire, et ce qui n'est certainement pas mentionné dans les chiffres officiels de la Chine, c'est que Pékin investit environ 40% de son produit intérieur brut chaque année. C'est 2 fois plus que les États-Unis. Un tel investissement massif, amenant même des économistes à dire que le taux de croissance supposément impressionnant de 5,2% est en réalité un chiffre décevant lorsque vous creusez davantage. Donc, 5,2% est moins une grande réalisation pour Xi, et plus un petit coup de pouce à l'ego qui cache ce qui se passe vraiment. Et c'est là que le concept de contrôle de haut en bas entre en jeu. Xi a consacré son mandat à la consolidation depuis son arrivée au pouvoir. Tout ce qui compte pour la Chine tombe sous son contrôle, le soi-disant président adoptant une approche presque totalitaire de la politique économique du pays. C'est en conflit avec l'approche traditionnelle chinoise. Plutôt que d'utiliser la prise de décision collective qui a guidé le pays dans le passé, Xi a travaillé dur pour concentrer le pouvoir entre ses mains, faisant essentiellement de l'État chinois et de son parti communiste au pouvoir une seule et même entité. Considérez simplement son traitement du premier ministre chinois, le 2e plus haut responsable gouvernemental, comme exemple. Avant Xi, c'était traditionnellement le premier ministre chinois qui définissait la politique économique du pays. Dans cette situation, le premier ministre s'appuyait sur une équipe d'experts, dont la compétence influençait le succès des politiques qu'il mettait en œuvre. De son côté, le président était une figure de proue dans ce domaine. Il communiquait les politiques conçues par le premier ministre et son équipe en se focalisant sur la vision globale pour la Chine. Ce n'est plus comme ça que ça fonctionne. En arrivant au pouvoir, Xi a décidé de changer la politique économique de la Chine, promouvant la stabilité et la prospérité commune. Bref, il voulait combler l'écart entre les riches et les pauvres en créant une politique qui donnait à plus de Chinois la possibilité de bénéficier d'une part de la richesse que le pays génère. C'est une approche admirable qui a cependant conduit Xi à perdre rapidement confiance en son premier ministre et son équipe économique, qui informèrent la politique avant son arrivée. Insatisfait des réponses qu'il donnait à ces questions, Xi leur a arraché le pouvoir, devenant une équipe d'un seul expert, ne répondant qu'à lui-même sur les questions de politique économique. Le résultat, selon certains experts, a été un environnement économique presque anarchique en Chine, qui est souvent caché par les chiffres officiels provenant de Pékin. Carsten Holtz est l'un de ces experts. Il étudie l'économie chinoise en tant qu'expert à l'Université de sciences et technologies de Hong Kong et il dit que l'approche de Xi a rendu extrêmement difficile d'obtenir une image claire de la réalité économique en Chine. Il pointe des problèmes comme un secteur immobilier surendetté et des livres de prêts bancaires commerciaux de qualité douteuse, peignant essentiellement un tableau d'un système qui voit beaucoup de chaos interne, même lorsqu'il se présente comme l'un des plus forts du monde. Xi est au centre de tout cela, et un exemple parfait vient de sa création de l'Administration nationale de régulation financière. En apparence, l'Administration nationale de régulation financière semble être une avancée positive. Formée en mars 2023 pour remplacer la Commission de régulation de la Banque et des assurances de Chine, le nouvel organisme représente ce que Cable News Network appelle la plus grande réforme du gouvernement depuis des décennies. Le groupe remplira une fonction similaire à celle de la Securities and Exchange Commission aux États-Unis, avec parmi ses principales responsabilités la supervision des droits des investisseurs et des consommateurs dans le secteur financier tout en contrôlant la Banque centrale. Le souci, l'Administration nationale de régulation financière, illustre l'ambiguïté entre l'État et le Parti communiste que nous avons évoqué auparavant. En regardant dans sa direction, vous verrez un homme, Li Yunxi.
Bien qu'il ait précédemment travaillé pour la China Construction Bank et la Banque industrielle et commerciale de Chine, Li est monté au rang de vice-gouverneur du Sichuan en 2018. C'est un officiel du Parti communiste, et être un officiel signifie que malgré toute son expertise, les actions de Li sont finalement gouvernées par Xi. Le Financial Times a mis son approche en perspective, déclarant que la formation de la NFRA est vraiment la dernière indication de la façon dont Xi cherche à gouverner à travers des organes spéciaux du Parti communiste chinois sur lesquels il peut plus facilement affirmer son influence. Une fois de plus, l'approche descendante est illustrée. La Commission de régulation bancaire et des assurances de la Chine a certainement ses problèmes, en particulier avec la corruption, mais c'était toujours une entité d'État plutôt qu'une du Parti communiste chinois ou du Parti communiste chinois. Avec l'Administration nationale de régulation financière Xi, démontre un désir apparent de résoudre les problèmes inhérents aux commissions de régulation bancaire et des assurances de la Chine, tout en créant en réalité un remplaçant sur lequel il peut exercer encore plus de contrôle qu'il n'en avait déjà. Réprimer la corruption et la spéculation est certes une bonne chose, mais cela se fait au prix du renforcement du contrôle de Xi sur le secteur financier de Pékin. Le message de Xi est clair. Je suis conscient. Cependant, les nombreux problèmes en Chine illustrent l'échec significatif de sa politique économique. Prenez par exemple la création de la nouvelle loi anti-espionnage de la Chine. En apparence, cela semble sans rapport avec l'économie. Cette loi entraîne des interrogations de Pékin sur la gestion des travaux de conseil en sécurité chinoise par les entreprises internationales, ainsi que sur les actions de renseignement d'affaires des investisseurs. Peu de temps après l'entrée en vigueur de cette loi, la Chine a infligé une amende de 1 500 000 $ à la société d'investissement américaine Mintz Group. La raison? Pour avoir effectué, je cite, une statistique non validée. Cet ouvrage non validé aurait été courant dans toute société d'investissement. L'entreprise doit faire sa due diligence avant d'investir son argent. Xi a spécifié que les investisseurs étrangers peuvent principalement se baser sur les statistiques fournies par la Chine. Avec la nécessité d'une approbation de Pékin permettant à Xi de cacher tous les problèmes économiques qui pourraient rendre un investisseur méfiant. Tout est une question de contrôle. L'amende de 1,5 million combine une pénalité administrative pour avoir soi-disant enfreint la loi avec la Chine qui revendique des profits illégaux du groupe de Mintz. Cela pourrait presque être vu comme une intimidation de la firme américaine. Le raid était essentiellement un message aux autres groupes d'investissement que tout argent qu'ils gagnent de la Chine, surtout s'ils essaient de le sortir de Chine, pourrait être à risque par l'application des nouvelles règles anti-espionnage de Xi. Comme beaucoup de politiques de Xi, il y a une logique derrière. Il croit qu'une des causes des problèmes économiques de la Chine revient aux investisseurs internationaux qui retirent de l'argent de l'économie chinoise. Et il a un point. Au quatrième trimestre de 2023, près de 140 milliards de dollars d'investissements étrangers à long terme ont quitté la Chine, soit environ 1% du produit intérieur brut national. Chatham House illustre pourquoi c'est un problème, soulignant qu'il y a juste 10 ans, la Chine avait en réalité attiré un afflux d'investissements étrangers équivalent à 2% du produit intérieur brut. Il semble que Xi souhaite que l'argent continue à affluer, mais est extrêmement réticent à le laisser ressortir. L'usage de lois anti-espionnage pour récupérer de l'argent des investisseurs étrangers finira malheureusement par se retourner contre lui. Les investisseurs sont maintenant ébranlés. Au lieu de percevoir la Chine comme une zone de profit potentiel, incitant à investir dans l'économie, ils la considèrent désormais comme un lieu de possibles sanctions pour avoir simplement accompli la diligence raisonnable requise. Comme le dit Jiang Dongshu, chercheur senior sur l'économie et les institutions de la Chine au centre Stanford, c'est un totalitarisme communiste. Le but semble être que le Parti communiste chinois dirige tout, des autorités de régulation chinoises aux entreprises privées, y compris les sociétés étrangères, ayant investi massivement dans le pays depuis des décennies. Je déclare que le désir de contrôler de Xi provoquera sûrement une purge de ces entreprises étrangères. Maintenant, non pas parce qu'ils n'apportent pas de valeur à la Chine, mais parce qu'ils ne se laisseront pas contrôler à ce point par le Parti communiste chinois. Et Xi se coupe le nez pour déplaire à son visage. En essayant d'exercer un tel contrôle, il dissuade activement les investisseurs étrangers qui ont joué un rôle si important dans la transformation de la Chine en une puissance économique au XXIe siècle. La Chine se prépare à un futur sans apport financier étranger. Dirigeons maintenant notre attention vers le marché immobilier plus proche de chez Xi. Durant des décennies, l'économie chinoise était essentiellement soutenue par son marché immobilier. Tant que la population continuait à croître, les promoteurs chinois pouvaient compter sur un afflux quasi constant de clients pour leur logement, et Pékin était plus qu'heureux d'alimenter la croissance de cette industrie. En fin de compte, l'immobilier a généré des emplois dans la construction pour des millions et offert des actifs tangibles où la classe moyenne nationale pouvait placer sa richesse croissante. Même les gouvernements locaux adoraient le marché immobilier fort. Ils ont fait fortune en vendant des terrains aux promoteurs. Tout va bien jusqu'à ce que le secteur immobilier éclate.
Cette vision de l'immobilier a amené la famille moyenne à détenir environ 70% de ses actifs en propriété, rendant ces familles dépendantes de la robustesse de l'industrie. Tout allait bien lorsque les prix des maisons montaient, mais lorsqu'ils ont commencé à chuter, cela a causé de la souffrance aux familles et à l'économie chinoise globale. La baisse a débuté en 2021. Selon Bloomberg, les 2 années entre 2021 et 2023 ont vu les prix des logements existants dans plus de la moitié des villes de 2e et 3e niveau en Chine chuter d'au moins 15% par rapport à leur sommet. Pour contextualiser, une baisse de 5% des prix immobiliers en Chine correspond à une perte de 19 000 milliards de yuan, soit environ 11,2 km milliards de dollars en richesse immobilière. Donc, 15% signifie un peu plus de 8 000 milliards de dollars disparus en un clin d'œil. Le responsable de ces pertes énormes? La politique immobilière de Xi. En vérité, Xi Jinping a hérité de nombreux problèmes immobiliers de la Chine. Le secteur avait été le soutien sur lequel l'économie chinoise s'appuyait bien avant son arrivée, et il a été heureux de le laisser continuer ainsi pendant plusieurs années après son accession à la présidence en 2013. Mais environ 7 ans plus tard, Xi a lancé une répression sur le marché du développement immobilier en Chine, cette répression servant de réponse à la dette accumulée par les promoteurs du pays. Revenez à 2018 et vous voyez un marché en ruine. Bloomberg affirme que 2018 a vu l'immobilier représenter près de 20% du produit intérieur brut de la Chine. Mais à la même époque, il n'employait que 2% de la main-d'œuvre du pays. Et ce n'était pas un emploi glamour. La plupart des 16 millions de personnes qui travaillaient dans l'industrie étaient des migrants qui passaient de longues journées sur les chantiers tout en étant payés une misère pour leurs efforts. Ils construisaient essentiellement des maisons qu'ils ne pourraient jamais se permettre, ceux en haut devenant milliardaires sur le dos de leur dur labeur. Certains cyniques pourraient dire que c'est le fonctionnement du capitalisme, mais ça n'est pas favorable à une économie prospère. Si les individus de vos secteurs clés touchent à peine de quoi vivre, comment espérez-vous qu'ils stimulent l'économie nationale? À son crédit, Xi a reconnu la corruption rampante, qu'il avait également laissé continuer, et a décidé de sévir. Nous le voyons dans l'enquête sur Hui Kaiyan, le fondateur du groupe Evergrande de Chine. En 2017, il est devenu le plus riche de Chine. 3 ans plus tard, il a fait l'objet d'une enquête après que le groupe China Evergrande a fait défaut sur un grand nombre d'obligations en dollars, donc elle sévit contre la construction et le développement. Génial, mais tout est arrivé trop tard. Sous elle, les promoteurs immobiliers ont passé le temps entre 2013 et 2020 à créer ce que Bloomberg appelle un modèle de prévente. L'idée était de vendre des appartements aux clients jusqu'à 2 ans en avance, ce qui permettait aux promoteurs de générer des revenus d'exploitation plus tôt. En utilisant cet argent, issu de l'acompte et de l'hypothèque du futur propriétaire versé dans un compte séquestre, le promoteur pouvait commencer les travaux et livrer la maison. Le système incitait les promoteurs à continuer à construire, créant un flux constant de nouvelles maisons qui pouvaient contrer la hausse des prix de l'immobilier, qui empêchait de nombreux Chinois d'accéder à la propriété. Le système a dégénéré. En 2020, les répressions de Xi ont finalement pris effet. Les projets de construction résidentielle en cours représentaient environ 10 fois la superficie réelle achevée. Les répressions ont eu lieu, la construction a décéléré, et de nombreux promoteurs chinois ont manqué de fonds pour construire les logements qu'ils ont pratiquement déjà vendus à leurs clients. En 2023, la Chine s'est retrouvée dans une situation où il y avait 18 maisons inachevées, la plupart liées à des préventes, pour chaque propriété achevée. Ce que nous avons ici, c'est de l'anarchie. L'approche initiale de Xi, perçue par certains comme nonchalante vers l'immobilier, a laissé les promoteurs libres. Le citoyen moyen a été écarté alors que la valeur des actifs des classes moyennes et supérieures a explosé. Suite aux répressions, une grande partie de la Chine devient une sorte d'enfer du développement. Les logements supposés abordables ne sont simplement pas construits. Et dans de nombreuses régions de la Chine, les prix de l'immobilier chutent si rapidement que ceux qui avaient investi auparavant voient d'énormes portions de leur patrimoine familial anéanties. Bloomberg prévoit qu'une correction du marché pourrait toucher plus de 5 millions d'emplois, ce qui est compréhensible. Face à l'hésitation croissante des promoteurs à démarrer ou terminer leurs projets, les travailleurs migrants dépendant de l'industrie de la construction pour subsister pourraient voir cette activité cruciale en Chine s'effondrer. Et il y a des effets en cascade au-delà de cela. Accablés par d'énormes dettes difficiles à rembourser, les promoteurs chinois ratent leurs échéances de prêts. Par exemple, Country Garden Holdings Company, précédemment l'un des plus grands promoteurs de Chine en termes de chiffres de vente pure, est dans un trou noir de 200 milliards, avec la moitié de l'argent lié à des propriétés prévendues. C'est de l'argent qui ne sera pas remboursé de sitôt. Donc non seulement les personnes qui ont acheté les maisons qui ne sont pas en train d'être construites vont souffrir, mais aussi les banques d'État chinoises qui sont maintenant liées à cette dette par les hypothèques qu'elles ont fournies.
Ajoutez à tout cela les paiements de prêts échoués, et vous avez un secteur financier qui va peiner sous le poids des prêts qu'il n'aurait peut-être jamais dû faire. Ici, c'est que la Chine doit réduire sa dépendance à l'égard de l'immobilier. Son mantra a toujours été que le logement est fait pour y vivre, pas pour spéculer. Mais l'approche qu'il a adoptée a créé d'énormes problèmes pour beaucoup en Chine, des citoyens ordinaires aux promoteurs, banques et à la classe moyenne du pays. Le logement n'est efficace que lorsqu'il est réellement en construction, et l'immobilier n'est pas le seul problème. Le secteur manufacturier chinois est en grande difficulté, coïncidant avec les années de pouvoir de Xi. L'année où Xi a pris le pouvoir, la Chine était l'usine du monde. Le secteur manufacturier, représentant 31% du produit intérieur brut chinois, dépassait même l'immobilier. Mais en 2020, la contribution du secteur au produit intérieur brut avait tellement diminué qu'elle ne représentait plus que 26%. Même en 2023, il fluctue autour de 27 à 28%. Qu'est-ce qui s'est produit? Un aspect du problème vient de l'apparition d'autres pays plus séduisants pour les entreprises nécessitant de la fabrication. Le Vietnam et le Mexique sont apparus comme de grands concurrents de la Chine dans les années depuis que Xi a pris le pouvoir, arrachant une partie de l'investissement étranger dans le secteur des griffes de Pékin. Mais peut-être bien plus dommageable, ainsi qu'un facteur contribuant à l'essor d'autres pays en tant qu'acteurs de la fabrication, est l'initiative Made in China 2025 de Xi. Annoncée en mai 2015, l'objectif de cette politique était de faire perdre à la Chine sa réputation d'usine du monde. La Chine ne serait plus synonyme de produits bon marché et de mauvaise qualité parce qu'elle offrait des coûts de main-d'œuvre bas au reste du monde. La Chine se concentrerait plutôt sur la production de biens à haute valeur, axés sur l'innovation. Encore une fois, cela semble être une politique sensée en apparence. Oui, la Chine perdrait des investissements étrangers d'entreprises qui misaient sur ses coûts de fabrication bas. La politique de Xi viserait à transformer la Chine en une puissance manufacturière, générant des revenus pour les entreprises locales et stimulant l'économie nationale. Les statistiques ont déjà montré que cela ne s'est pas produit. Bien que beaucoup à l'étranger aient vu cette politique comme une tentative de la Chine de rattraper, puis de dépasser la prouesse technologique occidentale, la réalité est que Made in China 2025 a simplement encouragé les investisseurs étrangers dans l'industrie manufacturière du pays à chercher ailleurs. Tout comme les lois anti-espionnage de Xi de 2023 repoussant les investisseurs, le virage de la Chine vers une position de novatrice en matière de fabrication le fait également. En fait, cette politique a déclenché la guerre commerciale qui a dominé une grande partie du mandat de Donald Trump comme président des États-Unis. Xi a adopté une approche de subvention gouvernementale pour les entreprises susceptibles de stimuler le secteur manufacturier chinois. Toutefois, le Centre de recherche en politique économique souligne que Pékin n'a jamais divulgué les entreprises approuvées par Xi. Nous savons que certains fabricants chinois reçoivent des subventions du Parti communiste chinois. Nous ignorons simplement qui ou pourquoi. Toutes ces informations sont contrôlées par Xi, démontrant une fois de plus comment sa politique économique descendante pose des problèmes pour la Chine. Made in China 2025, au lieu de renforcer les entreprises chinoises, a entraîné des restrictions, des tarifs et des contrôles à l'exportation de nombreux partenaires commerciaux clés. Xi a réagi avec ses propres restrictions commerciales, menant à la situation actuelle. La Chine n'est plus l'ancienne puissance manufacturière. On voit donc comment l'approche de Xi a créé le chaos dans l'immobilier et la fabrication en Chine. Nous voyons également à quel point il fait tout pour repousser les investissements étrangers, rendant la Chine plus insulaire à un moment où elle pourrait vraiment attirer de solides injections de liquidités étrangères. Xi a non seulement aliéné les investisseurs étrangers, mais a aussi brisé le secteur immobilier en Chine. Il a également eu un terrible impact au niveau local. Avant les répressions du marché immobilier de Xi en 2020, les gouvernements régionaux tiraient environ un tiers de leurs revenus des ventes de terrain. En 2022, le montant a avoisiné 10%, les promoteurs en difficulté ne pouvant plus se permettre d'acheter le terrain que les gouvernements locaux souhaitaient vendre. Pendant cette même période, la responsabilité du gouvernement local pour les dépenses générales a atteint 86%, un record dans les 42 ans de statistiques disponibles auprès du Bureau national de statistique de Chine. Ce n'est pas entièrement de la faute de Xi. Depuis l'introduction du système de partage des impôts en 1994, la situation financière des gouvernements locaux en Chine s'est détériorée, car la charge économique sur eux a plus chuté que sur les gouvernements nationaux. Au moment de la réforme, la part collective des gouvernements locaux dans les revenus de la Chine était un peu plus de 75%. En 1994, cela a chuté en dessous de 50% et n'a réussi à dépasser cette barrière des 50% que depuis que Xi a pris les rênes. Pas génial lorsque ces mêmes gouvernements doivent faire face à 85% des dépenses chinoises, mais Xi a peu fait pour résoudre le problème. Oui,
il a nettoyé 12 000 milliards de yuan, ou environ 1,67 milliard de véhicules de financement des gouvernements locaux, ou d'aides véhicules de financement des gouvernements locaux pendant son premier mandat en tant que président. Mais en 2022, les passifs liés aux véhicules de financement des gouvernements locaux avaient grimpé à 57 000 milliards de yuans, ou environ 7 920 milliards de dollars. C'est 48% du produit intérieur brut de la Chine, presque au niveau de l'emprunt national. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles le ratio dette produit intérieur brut de la Chine a augmenté à 360%, comparé aux 200% qu'il était lorsque Xi a pris le pouvoir. Et maintenant, en enlevant la terre comme moyen de générer des revenus pour les gouvernements locaux, Xi a créé un système qui verra beaucoup de ces villes, surtout les plus petites, condamnées à échouer. Il y a un dicton en Chine, ceux à Pékin tiennent les cordons de la bourse, tandis que les cadres locaux tiennent des pelles sales. L'implication est que pendant que toutes les petites villes et villages font le sale boulot, Pékin ramasse l'argent et contrôle finalement combien d'argent ces petites localités reçoivent. C'est n'a peut-être pas créé la politique, mais il l'a perpétuée, au grand détriment des finances des gouvernements locaux. Et tout cela est au service de la création d'une Chine plus forte où l'écart d'inégalité de richesse est réduit. Même si Xi déploie de grands efforts pour expliquer que ses politiques visent à prévenir l'inégalité de richesse, cette noble ambition ne se réalise pas. Le fait est que l'élite de la Chine est plus riche que jamais par rapport à ses ménages à faibles et moyens revenus. Les 20% supérieurs des ménages urbains du pays ont gagné 6 fois et 3/10 plus que les 20% inférieurs, le plus grand écart depuis 1985. Cela signifie que la Chine a de nombreux problèmes. Sa croissance économique est peu impressionnante en regard de ses dépenses de produits intérieurs bruts. Le marché immobilier et le secteur manufacturier sont en difficulté. Et étant donné que ce sont les deux industries les plus importantes de la Chine, il ne devrait pas être surprenant que le chômage des jeunes soit élevé, selon la British Broadcasting Corporation, et tout cela a des répercussions sur le reste du monde. Le marché des consommateurs en Chine s'affaiblit à cause des politiques ratées de Xi. C'est défavorable pour les entreprises mondiales comme Apple vendant aux Chinois, car cela implique une diminution de leurs revenus en provenance de la Chine. Moins d'argent pour ces multinationales majeures entraîne une demande plus faible pour les fournitures, affectant des milliers d'entreprises au sein des chaînes d'approvisionnement de ces grands acteurs. Ainsi, les échecs de Xi entraînent non seulement du chômage et des problèmes économiques en Chine. Ils ont causé les mêmes problèmes pour de nombreuses entreprises étrangères qui ont longtemps compté sur les consommateurs chinois pour soutenir leurs profits records. La question est maintenant simple. Y a-t-il une lumière au bout du tunnel économique pour Xi Jinping? Un point positif qu'il peut tirer de tout cela est que les dépôts des ménages en Chine ont dépassé le produit intérieur brut du pays. C'est un symptôme du krach boursier de 2015, qui s'est produit pendant le mandat de Xi, conduisant plus de Chinois à choisir d'épargner plutôt que d'investir. Ces économies fournissent aux banques d'État une source d'argent bon marché, qu'elles peuvent ensuite utiliser pour fournir des prêts aux entreprises de fabrication haut de gamme. Et il est certain que les prêts à ce type d'entreprises, qui sont censés être les bénéficiaires de la politique Made in China 2025 de Xi, ont grimpé en flèche. Mais une petite victoire peut-elle signifier grand-chose lorsqu'elle est mesurée face à la dévastation causée ailleurs? Peut-être que seul Xi a la réponse. Il semble croire qu'il a toutes les réponses sur la Chine. Pourtant, qu'en pensez-vous? Les craintes sur les enjeux économiques chinois sont-elles surévaluées? Peut-être croyez-vous que Xi a un genre de plan maître qu'il attend de déclencher? Ou assistons-nous simplement à un dirigeant totalitaire qui permet à son peuple et à ses institutions financières d'être soumis à une immense pression, tout cela au service de son parti politique qui cherche à gagner plus de contrôle? Partagez votre avis dans les commentaires. Regardez maintenant ce qui se passerait si la Chine et les États-Unis entraient en guerre heure par heure, ou consultez plutôt cette vidéo.